Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. On va commencer la seconde table ronde de cette matinée consacrée à la question du passage AT+1. On a eu des discussions extrêmement intéressantes lors de la précédente table ronde sur les aspects plutôt techniques, tactiques d'un éventuel passage AT+1. Enfin, du passage à T+1 qui est déjà certain en Amérique du Nord, au-delà des US, c'est aussi le Canada, le Mexique et d'autres. Sur l'éventuel passage à T+1 en Europe, on va concentrer cette table ronde sur les questions davantage politiques et stratégiques. Parce que toutes les discussions qu'on a interviennent dans un moment stratégique important pour l'Union européenne, qui est le moment des élections au Parlement européen, du renouvellement de la Commission européenne et de la détermination des objectifs stratégiques pour la Commission européenne. Le contexte européen en matière de post-marché, il a déjà été évoqué, je ne vais pas y revenir, c'est un contexte de fragmentation extrêmement importante, fragmentation qui est l'héritage de l'histoire, où fondamentalement chaque pays avait sa structure marché en termes de trading évidemment avec les marchés réglementés, mais aussi en termes de compensation, puis de règlement livraison, et puis la fonction notariale des CSD faisant que chaque pays tendait et tend toujours parfois à considérer qu'avoir son CSD c'est un actif stratégique. Donc c'est le cadre dans lequel on évolue aujourd'hui. On est par ailleurs dans un monde où l'Union européenne veut devenir, ou en tout cas le proclame, davantage attractive, davantage compétitive. Dans un monde où il y a davantage de tensions, c'est évidemment important. On a eu, vous l'aurez suivi, déjà un certain nombre de rapports qui ont été publiés sur les orientations stratégiques pour l'Union européenne dans les années qui viennent, le rapport d'Onoe, le rapport Letta, le rapport de Christian Noyer. Hier, l'ESMA a publié son propre rapport. Sur les infrastructures de marché, ces rapports s'expriment. Alors, pour un certain nombre d'entre eux, ils s'expriment plutôt sur les aspects trading. C'est le cas du rapport Letta, c'est le cas du rapport de l'ESMA, qui préconise par exemple d'avoir un espèce de marché transversal européen pour certains types de valeurs, notamment les PME ETI ou la deep tech, dans le cas du rapport Letta. Le rapport de Christian Noyer, lui, examine de manière particulière, c'est une des 4 parties de son rapport, donc c'est vraiment un point sur lequel il y a un focus particulier, la question du paysage post-marché et de cette fragmentation, en indiquant qu'il faudrait travailler vers davantage d'intégration et en précisant que, de son point de vue, ça doit passer par une extension du périmètre, à la fois géographique mais aussi fonctionnel, et des attributions même de T2S, dont le rapport Noyer considère que ça pourrait être appelé à devenir un nouveau CSD transversal en Europe. Et puis au-delà, le rapport dit qu'il y a sans doute de la valeur à avancer vers de la blockchain pour T2S, et ce qui permettrait d'avoir du dénouement ensuite éventuellement à T0. Donc sujet éminemment stratégique, enfin naturellement stratégique, et c'est dans ce cadre-là qu'on va positionner nos réflexions aujourd'hui. Je vais d'abord présenter évidemment les gens qui m'entourent. D'abord Alberto Garcia. Tu as travaillé pour la commission espagnole des valeurs mobilières, donc la CNMV, entre 2000 et 2008, et depuis 2009, tu es responsable du département des marchés et de l'innovation numérique de l'ESMA, avec évidemment un travail aujourd'hui très axé sur le marché des cryptoactifs et le raccourcissement éventuel, j'insiste lourdement, je le redirai plusieurs fois, du cycle de règlement dans l'Union européenne.
Adrien Thomas a rejoint l'AMF en 2018 au sein de la DRAI, donc la Direction de la Régulation et des Affaires Internationales. Entre 2021 et 2024, tu as été détaché par l'AMF au sein de la DG FISMA. Tu es revenu au sein de la DRAI en 2024 et tu suis désormais les sujets internationaux et réglementaires liés au post-marché. Donc, évidemment, le raccourcissement éventuel du cycle de règlement-livraison est un sujet d'importance pour toi. Et je note que tu représentes l'AMF au sein du Post-Trade Working Group et du CCP Policy Committee de l'ESMA. Haroun, Haroun, on se connaît depuis de nombreuses années, hein, on ne va pas faire semblant, tu as travaillé longtemps à la Société Générale, tu es responsable des affaires publiques au sein du métier Security Services de BNP Paribas depuis 2018, et tu es impliqué au sein de différentes associations, dont France Post-Marché. Tu es membre des comités consultatifs de l'ESMA, de la BCE et de l'AMF, donc tu es évidemment, tu vas nous éclairer sur le raccourcissement potentiel éventuel du cycle de règlement-livraison en Europe. Sylvie, tu as une expérience de plus de 30 ans dans le monde du post-marché. Tu as travaillé au sein de la filiale Parel et de son offre de compensation multiple. Tu as rejoint le département projet réglementaire de SGSS en 2011 et tu es membre de plusieurs groupes de travail permanents au sein d'associations professionnelles, AFMI, ICMA, EBF, FP, la France Post-Marché et la MAFI. Et last but not least, de la Task Force T2S de la BCE. Donc là encore, sur cette histoire de raccourcissement éventuel, on va bénéficier de tes lumières. Adina, enfin, last but not least, tu as travaillé au sein du groupe Allianz, tu as rejoint l'AFG en juin 2019, où tu es directrice des expertises de la gestion d'actifs, et également membre du comité consultatif de l'ESMA depuis 6 ans. Donc là aussi, on va bénéficier de tes lumières. On va commencer, Alberto, par une présentation en 15 minutes environ du point de vue de l'ESMA sur ce sujet, et puis on pourra rebondir et discuter ensemble d'un certain nombre de questions ensuite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, et avant tout mes excuses, mais après 16 ans à Paris, je n'ai jamais fait une présentation en français, donc je vais passer à l'anglais. Je ne veux pas que la première fois soit devant France Post-Marché et tout vous, donc je vais passer à l'anglais. Encore mes excuses. The amendment of the Central Securities Depositories regulation in First of all, probably it's worth saying that all the views that I'm going to express here today are mine and do not bind ESMA. So I mean, the views are personal, even though basically what I will do is representing which has been the feedback that we have received in the context of our call for evidence. In the context of the review of the CSDR, ESMA received 4 mandates, which was an assessment of the appropriateness of the shortening of the settlement cycle, an assessment of the costs and benefits of that measure, a detailed outline of how to move to a shorter settlement cycle, and the impact of the international developments on EU market participants of the shortening of settlement cycle in other jurisdictions, which is probably the longest possible way to say how would the US transition to T+1 would impact the European market participants. And in that context, ESMA published its call for evidence in October 2023. I think that also talking about the potential transition to T+1, and that has been mentioned 1 or 2 times before,
it is worth mentioning that, let's say, ESMA position is neutral as regards this shortening, meaning that we have all heard the strong political message coming from the Commissioner McGuinness in the context of the roundtable held in winter, where Commissioner McGuinness said, basically, I mean, the question is not if or whether, but how and when. ESMA analysis is purely technical. ESMA analysis based is trying to gather as much data as possible, and ESMA view, I mean, will be, as I insist, purely technical, and I guess that is something relevant in this context. The feedback that we received to the call for evidence was very broad and extremely valuable. So, I mean, 81 responses is, I mean, and I've been here for a while, it's a huge number of paper to process. However, as opposed to our initial request, we received limited quantitative evidence in relation to which would be the cost, which was one of the questions made previously by one of the participants. However, from this feedback, we can already extract certain consensual views from the market. The first is that we asked upfront whether T+0 could be an option, and the unanimous view of the respondents was no. It is clear that T+1 is an evolution, so it is an optimization of the existing structures, and I will come back to that in a minute, but T+0 is a revolution that leads us to an entirely different context, entirely different area, and this is elemented that clearly there was a rejection of T+0, at least for the time being. The second consensual element was that as opposed to the experience, for instance, in India, where the transition to T+1 was done in batches of 200 shares per every quarter, if I remember correctly, there was a clear preference for a big bang approach. So all the shares which are currently in the scope of T+0 should move to T+1 in due course. There was also, when it comes to the impacts of the transition, of an eventual transition to T+1, sorry, Stefan, it was clear that it was something that did not affect only the back office, but it was something that it was absolutely transversal. And we saw clearly opposing forces. So the development of the market, it had gone in one direction for a while, and now T+1 imposed other impacts. So for instance, I mean, most, as has already been mentioned, I mean, most post-trade processes should be executed on trade date, which it goes against the trend of the market of extending trading hours and to achieve as much as possible an overlap of with the US markets. Then again, that imposes a change on the percentage of settlement happening through nighttime settlement and T2S, and moving an increase of the real-time settlement that, as a consequence, leads to less technical netting. It is also important to note that, according to the assessment in the US, the decrease of time for market participants to do the post-trade processes is not 50%, as has been mentioned before, but it's around 83% to do all the transactions, because it has to be done on trade date and after the market close. So that has led to shrinking the time available for market participants to all that. Again, another impact described by the responses to the consultation is a potential increase in settlement fails. However, this has to be taken with a pinch of salt. I mean, we've been in contact, ESMA has been in contact with the Indian regulator, for instance, which is, I mean, the most recent transition to T+1, and there the impact seems to have been relatively soft. I mean, there was only a slight increase in settlement fails following the move to T+1 that has certainly improved. Apart from that, you can also see that we will have the opportunity to see what happens in a few days' time
in the US, so we will have the capacity to gather evidence on that. If you look at the report of the chair of the UK Accelerated Settlement Task Force, he considers that at most it will be the increase on settlement fees will be a short-term impact. So again, that also leaves us to see what happens there. It will clearly lead to a number of elements which have been a long-term aspiration from the European regulators, which is a need for increased automation. Was it me? There was also an increased alignment and harmonization of data standards. For instance, the existing misalignment of CDS's batch times. Also, coming back to the previous panel, it is necessary to analyze whether there's going to be a decrease of securities lending and repo market and the subsequent decrease in market liquidity and increase of spreads. However, it is worth saying that we've been recently in contact with the fund industry in the US, and they seem to consider that this is going to be only an increase in cost, but it's not going to be catastrophic. Again, there is the strong impact on FX transactions and the move from the current CLS system towards more bilateral and more with the subsequent increase of counterparty risk and increase of cost, and also the issue of corporate actions and the fact that from now on, from an eventual transition to T+1, the record date will be the same as X date. However, when we analyzed all this, we come back to the previous point. All this seems an evolution of existing market infrastructure. It is technically feasible, even though it will require a strong push from the industry and a lot of work from the industry. When it comes to the cost and benefit of a shorter settlement cycle, I think that it is also interesting. When it is clearly, it seems easier to identify the costs than the benefits, but it clearly leads to an IT upgrades and modernization and automation that, as I was mentioning before, it has been a long-term aspiration from the European regulators. It was already in MiFID II. It was in the Commission Delegated Regulation on Settlement Discipline. So it is necessary to do that. It's going to be necessary more human resources. It's going to be clearly a lot of work from the industry to harmonize the industry standards, and, as I was mentioning before, a potential increase of settlement fails. However, when it comes to the benefits, the first of all is the harmonization with the other major jurisdictions like the US, the UK, but this wave might turn into a tsunami because we're talking as well about China, we're talking about India, we're talking also about the possibility Latin America, Australia is considering, so South Africa is also considering, this movement. So this is something that seems to be spreading all over the world. Again, higher innovation and efficiency is going to improve in the long term. Should reduce the cost. It should improve the efficiency of the system. The competitive of Euro markets should not be decreased if we move to T+1. And in theory, the counterparty risk reduction and therefore the margin reduction should be decreased. It is important because this element, that it is, at least this was theoretically one of the elements that should be considered, was not supported by the responses of the CCPs to the ESMA consultation. Actually, they said that at most it would reach 21% of margin reduction, which is not a huge impact. I think these benefits, we can double check what has been what is detected as potential benefits in other jurisdictions, and in particular,
the Geffen report, the report of the chair of the UK Accelerated Task Force, detects pretty much the same, with the exception of market resilience and reliability, according to Geffen. In case of stressed market conditions, market participants can unwind their positions more rapidly, and that improves the resilience of the market. It is interesting because this point has not been raised in the context of the consultation. Where we are at the moment is that we are progressing in the cost-benefit analysis. We are addressing directly CCP, CSDs to gather additional data to clarify certain parameters due to the limitations on the evidence that we have gathered in the course of the consultation. However, there are some preliminary conclusions that we can extract. It is clear that there's going to be a high cost for smaller market participants and for those market participants which are far away from the financial market infrastructure. The farther you are, the higher the cost for you to adapt to this shorter settlement cycle. And this has opposing consequences. On one way, it might lead to concentration, but we have to be careful with that, because one of the good points of European market is that there is strong competition, that we do not want to eliminate that. It seems clear as well that the costs are quantifiable in the short term, but the benefits will arise over a longer time period. And again, there are these other elements like the FX, the securities lending, and that there's going to be also other impacts. Then, in the eventual transition to T+1, how and when, we can extract 4 main points that the replies to the call for evidence made clear. The first is that, as it is also acknowledged in the Geffen report, nobody moves unless everybody moves. So the need to gain that the movement to T+1 gains traction will need some sort of regulatory action, making very clear that we mean business, and then this has to happen. So again, this is something that we are considering. The second, a need for a lot of coordination within the industry and also with the regulators. What happens in the eventuality something goes wrong? What happens if something unexpected arises? And also, there was also a request to wait and see for the lessons learned from the North America transition to T+1, because probably you might have heard in previous fora that ESMA had the intention to progress very rapidly in this dossier and have it finalized by Q3 2024. It seems clear that we have to wait and see what happens there and extract as many lessons as possible. The fourth element was that for many of the respondents, the alignment of the EU with the UK and with Switzerland, the so-called geographical Europe, it is even more important than the alignment with the US. So there was a strong call for coordination with the regulators there. Therefore, from the responses, what we could see is the schema that you can see here. I mean, the request was the publication of the ESMA report, some sort of regulatory framework preparation and adoptions, or some sort of regulatory signal, technical preparation by the industry, and testing and technical implementation. I think that it is worth mentioning about which is the regulatory framework, the signal that should be taken in place, because as a minimum, the request was that the many responses to the consultation considered that the time needed to transition to T+1, these responses took as a reference the transition from T+3 to T+2, and they considered that the market or the industry needed 31 months after the publication in the official journal of CSDR, so there was sufficient time for the industry to transition, and
the move to T+1 was considerably more difficult, so the industry would need more time for that. I think, again, this is a position that on which personally I have certain reservations, because if we look at the experience in other jurisdictions, i.e. the US, the industry started moving immediately after the publication by the SEC of its consultation. They didn't wait until the SIFMA, DTCC, and IC started elaborating the industry playbook shortly after the publication of the SEC consultation, not after the approval of the final deadline. And from, let's say, to my mind, after all this, the consultation, roundtables held by ESMA, roundtables held by the Commission, if there is a European proposal to amend CSDR, that should be a sufficiently strong signal for the market to start moving in that sense. It is also important to say that this seems to be the case. The AFME Joint Industry Group is already working on this. The AMISECO Consultative Working Group of the European Central Bank is already working on this, so it seems to be progressing. Then about the impact of the North American move to T+1, it seems to be that the European market participants made clear that, yes, a temporary misalignment with the US settlement cycle, it would imply costs and complexities, but they can cope with that, at least on a temporary basis. It is true as well that the responses to the consultation also made clear that this is important mostly for those participants which are active there, for the global market participants. So those which are local is going to be a cost, which not clear benefit. Again, the alignment with the continental Europe. And also there was a request for certain legislative supervisory changes in relation to the usage cash limits, borrowing limits, and settlement discipline. I think that probably in the context of the CSDR settlement discipline, it's also worth mentioning that there was not such a strong demand for European regulators waiving the settlement discipline in the context of an eventual move to T+1. I mean, if I remember correctly, it was only 3 out of 51 responses to that element. So just to finalize my intervention, we are finalizing our assessment. In principle, the intention is to publish its final report ahead of the legislative deadline, which is January 2025. Our intention is to publish towards the end of the year, and this is from my side. Thank you. Thank you very much for this presentation. It's quite enlightening, Alberto. I propose we switch back to French. Et j'ai une première question pour la table ronde que je vais formuler en termes génériques avant de revenir vers chacun des participants. Ma première question, c'est d'essayer de comprendre quels sont pour l'Union européenne les enjeux à passer à T+1 ou à l'inverse, à rester à T+2, notamment en termes d'impact sur la compétitivité des acteurs européens et sur l'attractivité à l'international des marchés de l'Union européenne. Alors, je vais d'abord me tourner vers Adrien. Qu'en est-il vu de la fenêtre du superviseur, du régulateur national? Et accessoirement, est-ce qu'on peut considérer que la question du passage à T+1 est encore une question ouverte? Alors,
Alors d'abord, je voudrais juste remercier France Post Marché pour l'invitation à cette table ronde, et pour tous les échanges globalement que l'AMF peut avoir avec France Post Marché. C'est vraiment extrêmement utile et toujours constructif, et c'est très, très précieux pour nous d'avoir des retours plus opérationnels sur ces sujets-là. On a noté beaucoup de points ce matin sur les discussions un peu plus techniques qui sont toujours utiles pour nous d'avoir en tête, parce que comme vous l'imaginez, bien évidemment, l'AMF suit de très près ce sujet de T+1. Et on a bien évidemment à cœur de participer activement au débat à venir entre régulateurs sur le sujet. D'où l'importance de ce genre d'événement pour nous. Concernant les enjeux, je pense qu'on l'a vu en partie ce matin, on le reverra encore ce matin, ce premier panel et encore dans ce panel-là. On a, et aussi dans la présentation d'Alberto, on a tous en tête les grandes lignes des enjeux, avec l'opposition qu'il peut y avoir entre les coûts et les difficultés techniques liées au passage de T+1, coûts à court ou moyen terme de réorganisation des acteurs et d'amélioration des processus. Ça a été réitéré ce matin, et je pense que c'est un très bon point de continuer à en discuter, parce que ça ne fait qu'avancer les discussions sur le sujet, et ça permet d'anticiper les prochaines étapes. Une fois qu'on a bien en tête toutes les difficultés techniques, on peut aussi commencer à discuter des solutions à y apporter potentiellement en cas de décision politique d'un passage à T+1. Et on a aussi bien en tête, je pense, d'autre part, les gains directs et indirects d'un passage à T+1, en tout cas dans les grandes lignes. Les gains directs, par exemple, concernant les marges, on en a encore discuté ce matin, enfin tout à l'heure, et la réduction du risque de contrepartie, et les gains indirects, l'amélioration globale des processus de règlement livraison, enfin en tout cas de processus de post-marché, et la question un peu nébuleuse, effectivement, de l'attractivité de l'Union européenne et de l'impact sur l'attractivité de l'Union européenne d'un passage à T+1. Mais au-dessus en parallèle de toutes ces discussions sur les enjeux, là, à mon sens, mais peut-être que c'est trop réducteur comme question, mais une vraie question qui revient régulièrement, c'est de savoir s'il est viable pour l'Union européenne de rester à T+2 quand le US, certes, passe à T+1, mais potentiellement le UK également. Est-ce que c'est viable, et je veux dire pas sur le court terme, pas le temps d'une période de transition, mais vraiment sur le très long terme? Est-ce que c'est viable pour l'UE de rester à T+2 quand le UK et le US passent à T+1? Parce que ce matin, il a été évoqué le fait que la volonté politique, c'est de suivre le US. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que ce soit complètement la volonté. En tout cas, moi, de mon point de vue, de ma compréhension, il y a eu de nombreux échanges aussi au moment où on a eu les premiers signaux forts côté UK qui avait une volonté de passer à T+1. Donc si la réponse est oui, on est capable de le faire sur le long terme, de rester à T+2 sur le long terme en Europe, dans ce cas-là, il faut très clairement pouvoir étayer cette réponse-là, parce que c'est pas pour l'instant la perspective, la compréhension que l'on a. Et si la réponse est négative, alors il est très important de se projeter un petit peu plus loin et de commencer à être constructif et s'interroger sur les solutions à apporter aux problèmes soulevés tout à l'heure et qui surviendront encore à l'avenir, j'en suis sûr, d'un passage à T+1. Et d'ailleurs, éventuellement, de voir quel serait potentiellement le meilleur parti en France et en Union européenne à tirer d'un tel passage à T+1. On en reparlera peut-être dans la deuxième question sur les prochaines étapes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet, parce que en dépit des oppositions qui peuvent être régulièrement exprimées, le message politique, pour l'instant, est assez fort de la part de la Commission. Alors certes, il va y avoir des élections, il va y avoir un changement de Commission, mais enfin, le message politique, il n'est pas uniquement de la part de la Commission. C'est aussi dans la revue de CSDR. Il y a eu une demande des co-législateurs de produire ce rapport sur un raccourcissement éventuel du cycle de règlement livraison. Donc le message politique, il n'est pas que de la Commission. Alors oui, il va y avoir des élections, il va y avoir un changement de Commission, mais enfin pour l'instant, c'est ce qui est sur la table. Et je voudrais finir par un dernier point sur les enjeux, parce que on parle beaucoup des difficultés, etc. Et la question a été soulevée ce matin, c'est vrai que c'est assez rarement quantifié. On l'a vu dans les réponses à la consultation, on l'a vu ce matin, on a assez rarement des chiffres précis. Et je comprends la difficulté d'obtenir ces chiffres et d'arriver à quantifier. Je pense que dans la plupart des cas, ça présuppose de partir de postulats de départ, faire des postulats de départ pour pouvoir arriver à ces chiffres. Un postulat de départ qui peut, à mon sens, être fait, c'est le UK va passer à T+1.
comment ça nous impacte nous, et comment est-ce qu'on peut évaluer du coup les conséquences de ça pour nos acteurs, pour nos marchés, pour orienter la décision de savoir si un passage à T+1 et dans quelles conditions et dans quel timing un passage à T+1 en UE pourrait être nécessaire. Pour faire ces postulats de départ, ce genre de réunion est importante au niveau français, au niveau européen, pour être sûr qu'on a tous le même postulat et que les chiffres qui ensuite alimentent l'ESMA partent de la même base. En fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, je me tourne vers toi, Haroun, justement du point de vue des intermédiaires. Est-ce que tu peux un peu nous renseigner sur les bénéfices d'un passage à T+1, bénéfices intrinsèques, mais aussi les bénéfices en termes d'alignement sur le cycle US et probablement le cycle Royaume-Uni. Oui, merci Stéphane, merci pour cette invitation. Et puis c'est une très bonne opportunité aussi d'échanger avec nos autorités et nos superviseurs de manière générale. Bon, peut-être que la première chose pour répondre à cette question, c'est de rebondir sur ce qui a été dit par Alberto et Adrien. Vous avez comparé utilement notre potentiel passage à T+1 à d'autres pays, d'autres juridictions. Ont été citées plusieurs juridictions. D'abord l'Inde. Alors, disons-le directement, je pense que l'Inde est un marché beaucoup moins international, beaucoup moins internationalisé que d'autres marchés, et notamment le marché américain. Donc la comparaison est difficile, et notamment la comparaison avec l'Union européenne. La Chine a été citée aussi. Alors la Chine, c'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire c'est un marché qui est plutôt en T+0 sur le cash equity, et qui est un marché pre-funded. Donc il faut mettre son cash de côté avant de négocier. C'est exactement ce qu'on veut éviter, notamment en termes de liquidité. A été cité évidemment le UK, Adrien en a parlé. Je pense que c'est un point très important, avec des étapes qui arrivent là dans les prochains mois, et puis je pense qu'on va en parler, notamment de la task force UK. Bon, disons aussi les choses, le rapport intérimaire Geffen, donc intérimaire, qui n'est pas un rapport final, ce rapport, pour moi, n'a pas été étayé techniquement par les groupes de travail. Les groupes de travail travaillent en ce moment, on y fait d'ailleurs partie, sur certains sujets. Le rapport Geffen, donc ce pré-rapport, était davantage une vision politique avec un objectif de temps, plutôt qu'une vision technique sur les sujets à aborder au UK pour pouvoir passer à T+1. Donc un exemple concret, une partie des titres au UK sont encore matérialisés, ce sont des titres papier, et le rapport n'en a même pas parlé, sachant que ce projet-là de dématérialiser les titres est quand même un projet qui est relativement important. Bon, maintenant, peut-être le pays et la juridiction la plus importante, pour nous, les US. On est à quelques jours, c'est mardi prochain, de la bascule T+1, donc je pense qu'il est important de parler de T+1. Évidemment, donc on parle des US, le Canada est aussi englobé. Canada, ça sera, je crois, lundi. Bon, disons les choses encore une fois. Je pense que nous ne sommes pas les US pour une bonne et simple raison, que les US sont une juridiction bien spécifique avec de grandes différences par rapport à nous. Alors, quelles sont ces différences? Première chose, quand même pas rien, on n'a pas aux US de mesures de discipline de règlement, comme on peut les avoir, nous en Europe. Donc, les US ne sont absolument pas dans un mode, si je puis m'exprimer ainsi, obligé à suivre le nombre de suspens, les FELS, à imposer évidemment des mandatory buy-in,
Voilà, c'est une autre manière de penser. Et d'ailleurs, il faut avoir en tête qu'on parle beaucoup des leçons tirées de cette bascule T+1, donc des leçons à tirer dans les prochains jours. Je pense qu'en réalité, ça va être très très difficile en pratique de tirer ces leçons, tout simplement parce que les statistiques que l'on aura seront des statistiques extrêmement parcellaires. Et notamment, on n'aura pas de statistiques sur les FELS. En discutant avec des TCC, c'est pas du tout l'intention. Voilà. Après, un autre point sur les US, c'est qu'en réalité, alors c'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais c'est pas réellement un T+1. Pourquoi? Parce que nous, en Europe, on se dit, on va passer à T+1, on aura l'obligation potentiellement, si la décision politique est prise, de faire notre règlement livraison en T+1. Aux US, si vous ratez la fenêtre de 9h soir IST, donc heure américaine, eh bien, tant pis, vous pouvez la rater. Ce qui se passe, c'est que vous payez beaucoup plus des TCC, mais vous pouvez réglementairement la rater. Donc, c'est un T+1, mais un T+1 spécifique. En fait, les inefficiences aux États-Unis sont réglées par des coûts à payer. Donc, c'est vraiment une autre manière de penser. Et donc, la comparaison avec les US est relative, puisqu'on est dans un autre monde. Un autre monde aussi juridiquement. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans des détails juridiques, mais nos notions d'irrévocabilité, de finalité, n'existent pas aux US. Donc, c'est quand même, encore une fois, un autre point. Et Pascal en a parlé en introduction. La structure de marché est infiniment plus simple et moins complexe aux US qu'elle ne l'est au sein de l'Union européenne et de l'Europe géographique de manière générale, et pas que à cause du nombre d'infrastructures, aussi à cause du nombre d'autorités, des différences nationales, des devises, etc., etc. Donc une complexité qui n'a absolument rien à voir. Alors maintenant, pour Stéphane, pour peut-être répondre à la question. Bon, pardon, mais... Hein, est-ce qu'on a intérêt à suivre les US? Bon. Voilà, les bénéfices, je vais être direct, les bénéfices que l'on voit aujourd'hui sont beaucoup moins importants que les coûts qui sont associés à un éventuel passage à T+1. Bénéfices, quels sont-ils? Aujourd'hui, on parle majoritairement de gains en appel de marge. Appel de marge CCP. On va parler ce matin. Alors, quand on regarde les réponses au Call for Evidence ESMA, et notamment de l'Association européenne des CCP, EACH, on ne parle pas du tout de 30%. Pas du tout. On est très très loin de ça. On parle pour le marché cash equity, de gains de marge de 0,5%, donc 0,5% de gains en appel de marge. Donc très très loin de gains significatifs qui viendraient nous permettre aussi d'avoir des opportunités, notamment de trading. D'un point de vue coût, alors très difficile de quantifier, mais il est clair que plus d'automatisation, plus de revues IT, plus de modifications contractuelles, voilà, on aura très clairement un gros projet potentiel si projet il y a. Après, pour cette compétitivité, ce sujet de la compétitivité, bon, et là ma fille est très bien placée pour le dire, mais la compétitivité de nos marchés et de nos acteurs, c'est quand même pas rien, de nos acteurs européens, est très liée finalement à plein d'autres choses qui ne sont pas le post-trade. Hein? Ces choses, ce sont quoi? Ce sont prioritairement le fait d'avoir en Europe des sociétés pour lesquelles les investisseurs ont des espérances de gain. Et donc des sociétés qui permettent d'avoir réellement ces clients retail ou institutionnels. Voilà, donc cette partie post-trade est importante si in fine il y a une baisse des coûts, mais vu les bénéfices que l'on entrevoit, bon, les coûts ne sont a priori pas tout de suite flagrants. Voilà. Peut-être un avantage, parce que je ne vais pas être que négatif, un avantage c'est aussi un alignement international, c'est vrai.
Il faut le dire. C'est-à-dire que si on a des juridictions, et notamment l'UK, comme le disait Adrien, qui sont à T+1, bon, il est clair qu'avoir un alignement international aura des avantages techniques aussi pour notre gestion des fonds, pour un certain nombre de sujets, et on aura davantage de simplicité dès lors que des produits ont une composante internationale qui ne sont pas strictement nationaux ou européens. Voilà, et je pense que dans la seconde partie, Stéphane, je crois, on va aussi parler d'autres sujets qui pourraient être amenés par un éventuel passage à T+1, et je pense qu'on pourra en parler après. Merci. Merci beaucoup, Haroun. Je me tourne vers toi, du coup, Sylvie, pour continuer d'enfoncer le clou, si besoin était. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on n'a pas aussi, du point de vue des intermédiaires, mais plus largement des acteurs de la chaîne post-trade, dans l'hypothèse d'un passage à T+1, est-ce qu'on ne prend pas un risque de saturer les équipes projets et du coup un risque d'éviction de projets qui ne sont pas forcément de nature réglementaire, mais qui seraient beaucoup plus immédiatement profitables pour les acteurs européens, qui soient d'ailleurs les acteurs du trading, du post-trading ou de la gestion. Bonjour à tous et merci Stéphane. Alors peut-être déjà deux petites remarques sur ce qui a été dit précédemment. Déjà par rapport à Haroun, effectivement le côté alignement international a un intérêt. En revanche, il va intéresser essentiellement ceux qui sont sur les trois ou quatre juridictions. Or, le passage à T+1, c'est le passage pour tout le monde, donc aussi des acteurs qui seraient mono-marché, ou moins à l'intérieur de l'Europe. Et deux questions. Par rapport à l'alignement, effectivement, et la coordination, certes, il y a un intérêt à se coordonner, mais est-ce que le UK est aussi convaincu qu'il faudrait attendre l'Union, que l'Union est convaincue qu'il faudrait s'aligner sur le UK? Et sur l'expérience US, certes, on va avoir des conclusions dans les semaines qui viennent, on va voir comment ça va se passer, mais quel est le temps, quel délai on doit se donner pour réellement avoir une idée de ce que veut dire un passage à T+1 ? Au-delà est-ce que la fièvre va tomber dans les jours qui vont suivre, ou est-ce qu'elle va perdurer ? À quel moment on peut considérer que l'expérience que le retour sur expérience, pour le RETEX, a un sens. Mais revenons à la question, parce que le temps tourne. Alors effectivement, c'est une question à se poser. Je pense que tout le monde est convaincu que le T+1 aura un coût. Il faut être convaincu aussi que le T+1 va avoir des conséquences. Parce que si on fait l'exercice tout simple de regarder qu'est-ce qui nous attend en termes de projets réglementaires ou pas, et essentiellement réglementaires d'ailleurs finalement, dans les années à venir, on peut juste constater que le planning est déjà excessivement chargé. Donc, si on devait, j'ai essayé de mettre le conditionnel partout, si on devait ajouter le T+1, comment on va faire ? Alors, on l'a vu avec la table ronde numéro 1, le T+1, c'est pas un petit projet bouche-trou qu'on peut caser entre deux sujets déjà ouverts. C'est un vrai sujet, un sujet majeur qui va toucher toute l'activité et dans les moindres recoins. Il n'y a qu'à voir tous les sujets qui ont été, les points qui ont été évoqués ce matin. Donc, si on veut faire de la place sur le bureau pour poser le dossier T+1, il va falloir déprioriser. Et déprioriser, bien évidemment, ça va être au niveau des intervenants eux-mêmes, enfin des établissements, mais au niveau de la place. Peut-être que la place de Paris avait des idées d'innovation qui vont devoir être remises dans le carton parce que faute de temps. Et aussi, surtout, au niveau de l'Union. Parce que finalement, que ce soit les ressources dont on dispose ou le temps dont on dispose, rien de cela n'est extensible à l'infini. Et finalement, même avec un T+1, une journée ne fera que 24 heures. Ça ne changera pas. Et ce qui veut dire qu'il va falloir faire des choix. Alors, pour faire les choix, c'est pas grave, merci. Pour faire les choix, on peut peut-être se baser sur le constat qui émerge, qui est de dire qu'il faut, de manière urgente, réorienter l'épargne vers l'économie.
Ce qui veut dire que de manière assez logique, on devrait prioriser des projets qui vont apporter des monsieur plus, enfin des plus, des bénéfices immédiats à l'épargnant, parce que c'est bien lui qu'on vise. Donc, ça a été dit ce matin, c'est lui qui va décider de prendre son épargne et d'aller l'investir sur les marchés. Alors, certes, ça veut dire que les marchés doivent être attractifs, c'est clair, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi être compétitif, sinon ça ne marchera pas. Et l'expérience que l'on a des projets du passé montre que les projets qui ont des coûts importants viennent in fine, de manière plus ou moins forte, mais le plus souvent viennent impacter négativement notre compétitivité. Et si on n'est pas compétitif en tant qu'acteur, à la fin, c'est l'Union qui ne l'est pas. Et c'est pas du tout ce que l'on veut. Je crois que c'est dans le rapport français où il est dit que le coût d'une transaction en Europe est supérieur au coût d'une transaction aux US. Il est clair que si les projets qui sont sélectionnés pour aller de l'avant et faire bouger l'épargne sont des projets à haut coût, in fine, on va retrouver la traduction dans le prix de la transaction. Alors certes, j'imagine qu'on vise en priorité l'investisseur européen, mais on cherche aussi, j'imagine, à avoir l'investisseur international. Et c'est pas avec des prix qui vont exploser qu'on va pouvoir les faire venir. Alors, est-ce que le T+1 est une réponse ? Alors, à minima, et il faut quand même le dire, le T+1, c'est pas une mauvaise idée, c'est même plutôt quelque chose d'intéressant. Ça pourrait même être un projet, un challenge, où je comprendrais très bien que l'Union ait envie de relever le défi et de montrer au monde qu'elle est capable d'un seul homme de passer au T+1 à un moment donné. En revanche, est-ce que c'est bien ça qui va être la réponse et la solution aux constats qui sont faits dans les rapports? C'est une autre question. Alors, je me permettrais de considérer, enfin de qualifier le T+1, de dire que c'est un peu notre nouveau rêve américain. Et est-ce que c'est la solution ou est-ce que finalement il faut une dose de pragmatisme et regarder dans les autres projets qui sont déjà sur la table s'il y en a pas qui sont, alors certes ils sont moins palpitants, ils sont peut-être, lâchons le mot, ils sont moins glamour, mais ils sont beaucoup plus raisonnables et certainement plus efficaces rapidement par rapport aux enjeux de l'Union. Mais la question est ouverte, j'ai pas la réponse. Merci beaucoup Sylvie pour cet éclairage. Je me tourne vers les asset managers, vers le monde des investisseurs. C'est évidemment critique et à la fin c'est là que se décide l'allocation effectivement de l'épargne. Donc Adina, est-ce que en la matière, est-ce qu'il est envisageable de gérer durablement pour les asset managers des cycles de règlement de livraison différents entre les valeurs américaines, les valeurs britanniques et les valeurs européennes? Et question accessoire quand même, est-ce qu'on n'a pas à attendre ou à craindre un effet sur les investisseurs qui sont dans d'autres zones horaires, notamment, je pense par exemple aux Asiatiques, qui traitent sur la fin de journée européenne, et donc qui, eux, pourraient passer leur journée à des questions de règlement livraison, mais à des moments où ils n'ont plus de correspondants en Europe parce que tout le monde dort. Donc est-ce que, de leur point de vue, le passage à T+1 n'est pas très désincitatif, avec une augmentation, un risque de faire augmenter, particulièrement pour ces acteurs-là, les fails, et donc de rendre le marché européen particulièrement peu attractif? Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation pour un sujet aussi palpitant. Vous avez vu les questions, voilà, on voit bien que c'est très intéressant et qu'il y a beaucoup d'aspects. Comme on parle des marchés américains, je vais leur emprunter une expression « Don't fix it if it ain't broken ». Je commencerai par là. Je te prendrai un exemple, MIF 2 et la recherche. On a lutté, expliqué en disant « Ne faites pas le unbundling, s'il vous plaît ». Ça a été fait. Et maintenant, on nous dit « Ah bah pas de souci, on peut rebundle si on veut ». Ben non, ça marche plus. Quand on l'a cassé, on l'a cassé. Donc ce que je veux dire par cet exemple, c'est que l'agilité, déjà, de la machine américaine n'est pas l'agilité de la machine européenne. On ne peut pas rétro-pédaler avec autant de grâce que les Américains quand ils prennent une décision politique un peu trop hâtive. Voilà. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Ensuite, je pense que sur ce sujet, toute décision politique doit être holistique.
et par rapport notamment aux questions de Stéphane, doit être holistique, elle doit prendre en compte tous ces aspects. Donc le travail de l'ESMA, il est exemplaire là-dedans, puisque lorsqu'on regarde ce travail de collecte des 80 réponses qui ont été reçues par l'ESMA, on a l'impression qu'on est un peu, vous savez, comme sur les sites internet, avant d'acheter, on regarde les avis et on se dit, en fait, ceux qui ont écrit les avis, c'est tous ceux qui ont eu des problèmes. Et en fait, quand on voit ce qui a été écrit ce qui a été collecté par l'ESMA, c'est qu'en fait, on est plus devant plein de problèmes que vers des réponses. Donc, ce qui m'amène à dire que les décisions politiques de la Commission européenne devraient ne pas être dogmatiques sur ce sujet, mais stratégiques. Et donc, cette stratégie veut dire qu'on doit regarder, et c'est ce que l'AFG demande, mais je pense tous ici, depuis toujours, c'est de prendre en compte la compétitivité. Mais quand on dit ce mot, qu'est-ce qu'on regarde dans la compétitivité? Je dirais 3 aspects. La compétitivité des marchés, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est? Compétitivité des marchés, il s'agit des marchés où il y a la sécurité, la résilience, la liquidité. On a regardé les coûts, et tout ça dans un seul et unique objectif: financer l'économie européenne. Si on oublie cet objectif de financer l'économie européenne, on se trompe d'efficacité des marchés. Pourquoi on cherche l'efficacité des marchés? Deuxièmement, la compétitivité n'est pas que celle des marchés, mais aussi des infrastructures des marchés. Et donc, depuis ce matin, les discussions qu'on a sont bien sur les aspects d'infrastructure. Donc, leur compétitivité doit être prise en compte. Et puis, finalement, la compétitivité des acteurs. On ne pourra pas avoir une infrastructure qui fonctionne et un marché qui fonctionne si on n'a pas les acteurs qui sont maîtres de leur métier au niveau européen. Et cela est rarement pris en compte quand on discute dans la machine européenne de différents sujets. Donc pas de dogmatisme, mais plutôt de la stratégie. Pour les investisseurs, pour les sociétés de gestion, bien évidemment que la décision des États-Unis de passer à T+1 n'est pas pour nous de gaieté de joie, puisque ça crée un décalage, d'un jour, ça crée un décalage entre l'actif et le passif. Donc on a effectivement des sujets qu'on doit gérer, des sujets réglementaires, opérationnels, économiques, marché, investisseurs, j'ai tout noté, il y en a plein, mais de toute façon ce matin vous avez plein d'exemples de la difficulté. La question, est-ce qu'on peut durablement rester dans un cycle qui est désaligné avec quand même un gros marché international comme le marché américain? C'est une vraie question. La réponse n'est pas simple parce qu'on doit justement prendre en compte tous ces aspects holistiques. Quand on doit regarder les investisseurs, on va regarder qui sont les investisseurs en Europe, qui investissent dans nos fonds, avec quelle demande de cycle de règlement livraison. Est-ce qu'il y a des marchés asiatiques qui investissent en Europe? Quel est leur cycle de règlement livraison? On a l'exemple du Taïwan, ils ont rétropédalé assez rapidement. Mais nous, si on prend une décision trop hâtive, est-ce qu'on peut rétropédaler? C'est la question. On a des exemples, comme je l'ai donné en tout début, qui ont montré que c'est très difficile de le faire. Maintenant, il faut quand même donner aussi un aspect positif à tout ça, c'est que si on regarde notamment tous ces rapports qui sont sortis, notamment celui de M. Noyer, on voit que maintenant, il faut qu'on se pose des questions stratégiques aussi sur les infrastructures. Là, on peut gagner en efficacité. Là, on peut effectivement introduire un peu plus de STP. Mais, encore une fois, est-ce qu'on vise dans un STP? Un STP, on va, comme les hedge funds, à mettre des connecteurs en or pour aller plus vite. C'est peut-être pas ça l'objectif. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par le STP. Et puis, une dernière chose de mon intervention là-dessus. On s'est rendu compte souvent que lorsqu'on vise le STP en tant qu'objectif primaire, on oublie qu'il y a des fat fingers, il y a des erreurs, il y a de l'opérationnel, et que si vous n'avez pas le human in the loop, votre STP va emporter peut-être plus de risques opérationnels que des gains d'efficacité qu'il vous a apportés. Donc je pense que toutes ces questions, effectivement, la Commission européenne doit se les poser. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'elle se donne le temps de la réflexion avant de prendre une décision. Merci. Merci beaucoup, Adina, pour cet éclairage. C'est, je pense, assez clair. Alors maintenant, on a fait un premier tour de table. Si on fait l'hypothèse que, malgré tout, le passage à T+1 devait être décidé, il est sans doute assez important de réfléchir au point de passage obligé. Quel est le chemin critique et est-ce qu'il y a un certain nombre de chantiers préparatoires? Est-ce qu'il y a des décisions préalables qui sont requises? Et je parle pas là des aspects totalement stratégiques, typiquement de consolidation des infrastructures post-marché, parce que ça,
tout le monde peut la souhaiter, mais a priori, personne ne peut vraiment la décréter. Et du coup, si on prend ces points de passage obligés, ces préalables, ces prérequis, quel impact sur l'horizon de temps? Sylvie, je me tourne vers toi d'abord, justement. C'est quoi ton point de vue en la matière? Merci Stéphane. Et effectivement, il est clair qu'il y a des travaux préparatoires qui sont nécessaires. Et je pense qu'on les voit arriver dans toutes les juridictions. Parce que sinon, en fait, de manière assez crue, le T+1, c'est pas très, très compliqué. Il suffit de mettre la date de dénouement, la date de demain dans la zone de date de dénouement et d'envoyer son instruction. Puis on voit ce que ça donne. Après, c'est le résultat qui risque de décoiffer. Donc si on veut que le passage à T+1 soit réussi, et d'ailleurs, entre parenthèses, il faut que ce soit que tout le monde soit convaincu, que ce soit vraiment un mouvement, une volonté du marché d'y aller. Si on veut que ça se passe bien, il faut ces travaux préparatoires, sinon on sera non seulement pas compétitif, mais même pas attractif, ou même plutôt repoussant. Il y a différentes sortes de travaux préparatoires. Il y a ceux qui sont liés à ce qui a été montré ce matin, à cette fameuse fenêtre qui passe de 27h à 3h. Là, ça va faire un peu juste. Donc, il y a obligatoirement des travaux préparatoires, dont un qu'on n'a pas obligatoirement évoqué ce matin. J'ai pas eu l'occasion de poser la question à Euronext. C'est quid des appels de marge? Seront-ils toujours payés le lendemain, donc à T+1 matin, après le dénouement de nuit, ou est-ce qu'ils seront à payer en T-soir, et là, peut-être un petit peu tardivement? Donc, il y a cette partie-là, et il y a aussi ce qui relève plutôt des prérequis qu'on avait déclinés dans la réponse au Call for Evidence, des choses qui pour nous sont importantes, qui sont essentielles et qui ne peuvent pas être oubliées. Le premier, c'est la façon dont on dénoue aujourd'hui, et ce fameux Nighttime Settlement qui offre tous les outils d'optimisation et qui doit être maintenu, et c'est vraiment un des credos, c'est tout faire pour que toutes les instructions puissent être au rendez-vous de ce Nighttime Settlement, quitte à le pousser un peu, et aussi, bien évidemment, la Settlement Efficiency. Et parce que je pense que c'est évident qu'il y aura une augmentation des appels de marge, des FEL, et si cette augmentation est trop importante, le risque, c'est qu'on ne soit plus capable de l'absorber, et que là, à nouveau, le marché perde en attractivité. Et sur ce dernier point, d'ailleurs, un petit point, ça relève de la settlement efficiency. Et T+1 ou pas T+1, enfin, même sans le T+1, il y a un intérêt à faire de la settlement efficiency. Sur les task force, et je laisserai Haroun parler de la task force UK, puisqu'il est plus investi dans celle-là. Sur la version Europe, donc celle qui a été créée à l'initiative de l'AFME il y a un peu plus d'un an et qui regroupe une quinzaine d'associations pan-européennes. Les sous-groupes ont été réactivés début 2024 suite à la publication du rapport Geffen, et on est en plein travaux. Donc je suis dans 4 des sous-groupes, le trading, l'allocation confirmation, le clearing et le settlement. Autant dire que ça cogite fort. Bon, bien évidemment, je ne peux pas trop dévoiler les idées qui fusent, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un consensus sur les zones d'achoppement. Il n'y a pas de souci. En revanche, on voit bien que les positions ne sont pas alignées, voire quasiment orthogonales sur la manière de résoudre les zones d'achoppement. C'est frappant, en même temps c'est rassurant. Ça montre que les discussions qui sont menées sont des vraies discussions qui vont en profondeur. Je ne sais pas si on aura des consensus sur les différents sujets qui sont traités. Au moins, il y a des idées qui fusent, que ce soit sur une façon innovante d'innover un peu sur le dénouement. La fermeture des marchés est une question, mais on peut aussi passer quasiment une réunion à débattre de l'intérêt de faire arriver la P7 dans les allocations confirmation. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a un point qui est important et un point d'attention, c'est de vérifier que dans ces sous-groupes, on n'oublie pas les spécificités. Il n'y a pas de sous-groupe dédié aux spécificités domestiques, et donc ça va être à chaque sujet de les incorporer. Et il faut, par exemple, sur les allocations, j'ai rappelé que chez nous, on avait quelque chose qui s'appelait le SBI, qui finalement
dérive du processus d'affirmation américain. Donc, enfin, voilà, c'était un copier-coller dans le temps, il y a longtemps. Il y a les BRN sur le settlement. Enfin, il y a un certain nombre de spécificités. Il faut surtout ne pas les oublier. Et autre point très important, c'est échanger. Alors, au niveau français, on échange régulièrement avec l'AMF, qui est présente dans certains de nos groupes de travail, et c'est essentiel. Et il faut effectivement qu'on puisse échanger régulièrement avec l'ESMA. Il ne s'agit pas de sortir un document et de le présenter comme un produit fini. Il faut pouvoir échanger. Mais bon, là, c'est mon point de vue personnel. Je ne parle pas au nom du groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Haroun, justement, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur certains de ces points? Et puis moi j'ai également une question, c'est est-ce que le passage à T+1 peut être un catalyseur de simplification de l'infrastructure post-marché, voire de consolidation, ou est-ce que, à l'inverse, certains aspects de simplification de l'infrastructure post-marché sont un préalable pour le passage à T+1? Oui, merci. Donc, effectivement, je vais parler de la task force UK peut-être et ensuite répondre à la question sur cette utilité potentielle qui est celui lié aux prochaines étapes, notamment de CMU. Donc, sur la UK Task Force, juste quelques éléments rapides. Le rapport Geffen, donc rapport intérimaire, prévoyait une date de passage à T+1 pour le marché UK à 2027, donc fin 2027 au plus tard. Et c'est assez intéressant parce que c'était presque une commande politique qu'on avait dans ce rapport. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt la politique qui a primé sur la technique. D'ailleurs, commande politique, avec un objectif, trouver une date qui a été fixée à 2027, et ensuite les différents groupes de travail de la task force se mettent en ordre de bataille pour essayer de réussir à délivrer et à permettre ce passage en 2027. Plusieurs groupes de travail dans cette task force UK, des groupes de travail très opérationnels sur les confirmations, affirmations, sur le trading, sur le champ d'application produit, sur aussi l'harmonisation éventuelle avec l'Union européenne. Voilà, donc pas mal de sujets, encore une fois, en ayant pour objectif 2027. En termes de calendrier, plusieurs étapes. Ce que je comprends, c'est qu'il y aura un public hearing en juin, donc une sorte de meeting ouvert à tous pour parler de l'avancée des travaux de la Task Force UK. Qu'en septembre, un nouveau rapport intérimaire devrait sortir et que en décembre, avant fin décembre, le rapport final sera publié avec cette fois le calendrier projet clair, donc avec pour objectif cette date de 2027. Donc vous voyez, la façon de faire est quand même très différente de la nôtre, puisqu'ils ont eu d'abord une commande politique et ensuite des travaux techniques. Maintenant, pour revenir sur la question de l'utilité éventuelle, enfin l'utilité, il faut le dire, hein, de ce passage potentiel à T+1. Alors oui, il est clair, je pense même que c'est la principale motivation de la Commission européenne, qui est de penser que ce T+1 pourrait être un catalyseur, pourrait engager, permettre une simplification du paysage post-trade. C'est clair. Si vous donnez moins de temps à l'industrie pour effectuer les process post-trade, vous compressez, vous obligez à avoir davantage d'uniformisation, de standardisation, de STP, j'ai envie de dire, de standards aussi via des providers externes. Voilà, donc clairement, c'est vu, je pense, comme le moyen de forcer aussi à avoir une simplification et une consolidation
du paysage post-trade, parce que vous le savez, dans l'histoire récente, en tout cas dans les dernières décennies, plusieurs tentatives ont été effectuées pour rationaliser, simplifier l'univers post-trade. Et l'idée, je pense, aujourd'hui, est de ne pas aller frontalement vers une consolidation des infrastructures, mais plutôt d'aller vers une uniformisation et cet éventuel passage à T+1 pour forcer, quelque part, indirectement, le marché à s'organiser et donc à avoir davantage de consolidation. Et il est clair que la structure de marché européenne est beaucoup plus complexe qu'ailleurs et que cette simplification pourrait être utile, notamment dans un objectif de baisse des coûts. Bon, même si, évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, parce qu'on parle de beaucoup d'infrastructures, beaucoup de CSD, beaucoup de CCP. En réalité, on a quand même des grosses masses avec des groupes importants. Et donc, c'est presque juridiquement, on a beaucoup d'entités, mais il est vrai qu'on reste dans un paysage extrêmement hétérogène. Merci Haroun pour cet éclairage. Je me tourne vers Adina. Du point de vue des investisseurs, est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers ? Par exemple, est-ce qu'il serait envisageable, intéressant d'avoir une migration séquencée ? On a parlé de Big Bang, mais est-ce qu'un Big Bang sur une classe d'actifs veut dire un Big Bang sur toutes les classes d'actifs ? Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, d'avoir une migration d'abord sur les titres d'État, par exemple ? Historiquement, aux US, je crois que ça a été le cas. Est-ce que, par ailleurs, l'alignement avec le Royaume-Uni et la Suisse sont un enjeu extrêmement fort ? Merci. Alors, sur le Big Bang, les avis pour le moment de ceux qu'on a consultés au niveau de l'AFG sont plutôt de dire, comme on a voilà, des métiers, des processus, des procédures, des fonds diversifiés, avec des titres mélangés, etc., on voit mal comment quelque chose de séquencé sera plus facile à mettre en œuvre qu'en Big Bang. Mais pour faire un Big Bang, il faut du temps, il faut l'avoir préparé. Le séquençage peut être dans le test. Quand on teste le marché, là, effectivement, on peut le tester de manière séquencée. Mais effectivement, au niveau des process, côté société de gestion, on se pose la question si le séquençage peut avoir un intérêt. On est plutôt effectivement sur un Big Bang. Maintenant, pour reprendre aussi là où Haroun l'avait laissé, concentration, simplification. Alors, première chose, avez-vous l'impression qu'aux États-Unis, ça simplifie pour le moment? Il faut qu'on attende de voir que ça simplifie. 2, lorsqu'on concentre, il faut savoir jusqu'à quel point. Puisqu'on a des exemples avec oligopole, sur les données, par exemple. Et là, c'est bien plus coûteux que lorsque vous avez de la compétition. Donc, c'est pour ça que je reviens au point initial. Il faut regarder ça de manière holistique. Donc, OK, améliorer les processus, OK, plus de STP, tout le monde le veut, OK, plus de concentration, plus d'harmonisation, mais est-ce qu'on arrive jusqu'à l'oligopole? Pour le moment, quand même, quand on regarde d'autres domaines au niveau européen, lorsque on a regardé la concentration, c'est pas forcément un très bon exemple. Voilà. Sur les données, sur les données ESG, sur tous ces sujets-là, on est en train de le payer très cher. Voilà. Non seulement en termes de coûts, mais aussi en termes d'influence et au final de financement de l'économie, puisque certaines décisions seront prises sur des informations sur laquelle il n'y a pas eu effectivement une mainmise, on va dire, de l'Europe, puisque ce sont des décisions qui n'ont pas été prises dans ce forum-là, mais par des conglomérats, voilà, qui ont des centres de décision qui ne sont pas ici. Donc ça, quand même, faut quand même absolument le regarder, puisque pour nous, investisseurs et sociétés de gestion, bien évidemment, le métier qu'on fait est aussi pour un but qui est le financement de l'économie. Donc, on veut bien évidemment que le temps soit suffisant et 30 mois proposés par l'ESMA semblent, en tout cas en discutant avec l'écosystème et France Post-Marché, très juste par rapport à ce qui sera fait. Donc, c'est plusieurs années qui seront en fait nécessaires pour ce mouvement-là.
Toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions et donc de voir là où effectivement on peut améliorer les choses. Ce que les sociétés de gestion veulent, bien évidemment, la sécurité. Le taux de dénouement, donc vous avez dit qu'il n'y aura pas de statistiques sur le taux de dénouement aux États-Unis, mais comment on peut conclure de la réussite du projet si on n'a pas le taux de dénouement? Enfin, il faut l'avoir. Sinon, on fait ça pourquoi? Parce que nous, en société de gestion, quand on a un fonds, le fonds il est exposé, il a des ratios, il doit les respecter. Donc il faut qu'on puisse investir dans les titres sur lesquels on a décidé de prendre les décisions d'investissement. Si à la fin, pour des raisons opérationnelles, on ne l'a pas fait, on n'a pas mené jusqu'au bout notre mission. Et je pense que c'est partout pareil. Donc voilà, pour conclure là-dessus, c'est bien évidemment que l'alignement avec les autres marchés européens est un enjeu, puisqu'on l'idéal serait qu'on soit aligné. Mais ce n'est pas nous qui avons tiré le premier. Voilà, pour reprendre ce qu'avait dit Sylvie tout à l'heure. Il faut du coup qu'on fasse la colonne du pour et du contre. Donc pas de manière dogmatique, mais de manière de l'intérêt de l'investisseur, de effectivement la sécurité et la liquidité, puisque vous avez parlé par exemple, pour prendre un exemple des ETF, donc on est quand même soucieux de la liquidité des ETF européens, on veut qu'elle s'améliore, pas qu'elle se dégrade, donc tous ces éléments doivent être pris en compte avant de voir si effectivement T+1 sera une réussite. De toute façon, même si certains observateurs disent que c'est inéluctable, on ira vers ça, il faut prendre le temps de le faire de manière sécurisée et en ne perdant pas trop d'acteurs de la chaîne, au passage. Merci beaucoup. Adrien, dernière intervention de cette table ronde, donc grosse pression. Alors qu'en est-il justement de la coordination internationale au niveau des régulateurs, déjà au niveau européen? Merci. Alors déjà, juste pour repartir un peu sur les points de passage obligatoires dans l'éventualité où il y aurait un passage à T+1, la coopération en fait partie. Avant ça, je voudrais revenir sur un point d'Haroun qui est effectivement sur l'éclairage politique, enfin la décision politique. Effectivement, pour l'instant, on a un éclairage politique sur le si et pas le quand, et bien évidemment pas le comment. Ce sera intéressant d'avoir un éclairage politique fort sur le quand aussi, parce que tous ces travaux préparatoires sont nécessaires, et donc pour lancer les travaux, faut avoir un éclairage fort. Cela étant dit, on voit bien au UK, comme aussi auparavant aux US, que les acteurs n'ont pas forcément tous attendu d'en arriver à cet éclairage politique fort. Avant le rapport Geffen, les acteurs se posaient déjà la question de comment au UK. Donc, comme ça revient à mes propos précédents sur la nécessité d'anticiper aussi les solutions en même temps que les problèmes. Et j'y reviendrai après. L'autre point de passage obligatoire, c'est effectivement la coopération. Alors la coopération au niveau des régulateurs, comment elle se passe aujourd'hui? Pour l'instant, c'est principalement au niveau de l'ESMA que les travaux avancent. C'est un forum qui est extrêmement utile pour se coordonner entre régulateurs sur ces sujets. Donc l'idée, c'est pas de travailler en bilatéral, mais bien d'avoir une vision, encore une fois, holistique des discussions. Et pour l'instant, on laisse l'ESMA faire son travail et ensuite avoir ces discussions au sein de l'ESMA, mais c'est très clairement un point essentiel du passage à T+1, cette coordination entre régulateurs, mais aussi entre acteurs, et je comprends que les travaux sont déjà lancés entre acteurs. Alors, cette coordination, elle doit avoir lieu au niveau européen, elle doit avoir lieu avec les US, pour comprendre quelles sont les conclusions suite au passage à T+1 aux US, elle doit avoir lieu avec le UK, bien évidemment, pour s'assurer non seulement d'une certaine coordination, une certaine approche enfin, je veux dire, les acteurs sont impactés potentiellement par les deux passages à T+1. Donc il y a forcément des discussions en commun sur ces sujets-là, mais aussi une coordination avec le UK, alors à voir le timing, mais suite au passage à T+1 aux US, sur les conclusions à tirer. Les conclusions à tirer de ce passage aux US. Parce que, ok, on n'aura pas forcément de données venant des US, mais les acteurs, eux, auront un retour d'expérience. Et il est à espérer qu'on ait le même retour d'expérience
avec les acteurs UK et les acteurs européens. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de se coordonner sur ce retour d'expérience pour voir quelles sont les conclusions à tirer en zone géographique européenne. Et aussi une coordination entre les acteurs, et ça c'est un point extrêmement important, et j'y reviens encore une fois, pour développer des solutions européennes, pour faciliter un passage à T+1. Et je pense que là, il y a aussi une opportunité, dans un sens, à commencer à travailler sur ces solutions relativement tôt, c'est de driver le travail sur ces solutions-là pour arriver à influencer, dans un sens qui est bénéfique aussi aux acteurs européens, la construction de ces solutions pratiques, enfin pour résoudre les problèmes pratiques d'un passage à T+1. Pour revenir sur les travaux préparatoires, c'est bien évidemment là-dessus que l'industrie est principalement attendue. Enfin, en tout cas, on parle des problèmes, des solutions. Il va forcément y avoir des discussions sur comment préparer au mieux la transition. On a aujourd'hui, on a cette chance dans un sens, c'est qu'il n'y a pas encore de date limite précise fixée. Donc, ces travaux préparatoires doivent avoir lieu le plus tôt possible pour estimer quelle est la date optimale pour un passage à T+1. Et juste, je voulais revenir aussi sur un point, sur l'adaptation du cadre réglementaire, parce que c'était très intéressant les discussions ce matin aussi, sur la valorisation des fonds, par exemple, sur le retour sur qu'est-ce qui potentiellement pourrait évoluer, à quel niveau de la législation, etc. Tous ces retours d'expérience sont très précieux pour nous et c'est important d'avoir ces informations-là. Merci beaucoup. Je crois qu'on a été très éclairé par ces échanges. C'est extrêmement important. Je me tourne vers toi, Pascal. Est-ce qu'on prend le temps de questions de la salle? On a déjà un peu dépassé l'horaire, à vrai dire. Oui, merci. Bonjour. Une question un peu naïve, mais un peu politique. Quand on parle à un politique ou à un parlementaire européen, quand on raccourcit les délais de paiement, le paiement instantané, et je ne dis pas la blockchain, comment est-ce qu'on peut défendre macroscopiquement, sans connaître toute la complexité des titres, qu'on doit rester à T+2? C'est une question un peu naïve. Merci. Alors, je peux prendre cette question-là. Aujourd'hui, en France, et si on le fait en France, c'est que c'est faisable, les acteurs particuliers sont en T0 sur leur cash. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'infrastructure de règlement de livraison, le cash, le cas du particulier qui vend des titres au niveau de son dépositaire, au niveau de son teneur de compte, etc., le crédit cash, en termes réels, va intervenir en T+2, mais lui, sur son compte, il l'a immédiatement, il est en T0. Donc en fait, du point de vue de l'investisseur final, du point de vue du particulier, on peut tout à fait décorréler, en fait, le mécanisme, la date réelle de perception du cash de la date de règlement de livraison. Je crois qu'il y avait une deuxième question. Oui, rapidement, c'est un peu simpliste, mais est-ce que le passage en T+1 risque pas de créer un renfermement des marchés sur eux-mêmes? Les US qui, avec les difficultés à investir sur les marchés européens, l'Europe avec des délais là aussi plus courts, risquent pas de faire que les marchés restent sur eux-mêmes et donc diminuer l'attractivité des différents marchés. Bon, je vais essayer de répondre en français, mais je ne promets rien. Et en fait, ça a été un point fait sur la consultation, qu'il y a des réponses qui font les points sur les investisseurs qui viennent de Asia, Pacific Region, tout ça, pour lesquels, en théorie, ça les empêche d'investir sur cette... Et en fait, ce que nous avons fait comme l'ESMA, c'est s'approcher directement au régulateur
de ces régions. En fait, je crois on a contacté en total 5 ou 6 régulateurs en termes de lui demander que son industrie et tout ça s'approche à nous et nous indique si c'est vraiment, si dans l'éventualité d'une transition à T+1 et si ça les empêche. En fait, la réponse qu'on a reçue, c'est aujourd'hui, ils sont déjà forcés à faire le pre-funding du transaction parce que pour eux, pour le décalage horaire, c'est pas possible de faire ça. Donc, de quelque façon, pour eux, il ne change pas grand-chose. On n'a pas reçu pour l'instant aucune réponse indiquant bon, ça va nous empêcher, ça va être impossible pour nous investir en Europe. Et il ne semble pas le cas aux États-Unis. Parce que ça a été un élément qui c'était aussi mentionné par des réponses à la consultation. Et nous avons des échanges réguliers avec la Securities Exchange Commission, des SEC, et apparemment ça ne va pas changer. On est conscient que c'est un élément de l'analyse, mais que je vous dis, apparemment, ça, l'effet de plus en plus de pre-funding les transactions, ça semble que ça est devenu naturel. Merci. Effectivement, peut-être que le pré-funding est déjà obligatoire. Après, il restera éventuellement le fait d'être là s'il y a un souci avec la transaction. Ça, pour rester dans les clous du dénouement. Alors, je me souviens, ça m'a fait penser à un webinaire de DTCC pour le T+1 US, où il y avait des représentants de la zone Asie-Pacifique et qui effectivement expliquaient que, alors ils n'allaient pas, c'était des gros players bien évidemment, ils n'allaient pas arrêter de travailler, ils allaient juste se délocaliser. Donc se déplacer et traverser l'Atlantique pour être là dans les heures ouvrables. Donc c'est effectivement probablement une autre conséquence. Ce n'est pas impossible, mais ça sera plus coûteux. Donc, est-ce que c'était ça l'objectif? Donc, ça, c'est une question. Et puis, effectivement, la sécurité des opérations, elle reste quand même très importante. Donc, ça veut dire que les infrastructures peuvent effectivement subir des changements très importants. Et puis, la partie RH, elle est aussi à regarder. Donc, pour le moment, c'est plus sécuritaire, je dirais, pour l'Europe de rester un T+2 par rapport à ses clients que de passer un T+1. Maintenant, peut-être que ces clients auront développé des solutions à cause des marchés américains qui passent en T+1 et qu'avec le temps, on va bénéficier de ce mouvement. Si nous aussi, on passe en T+1. Mais au jour d'aujourd'hui, il est plus safe quand même de ne pas passer à T+1 tout de suite. Merci beaucoup pour ces questions. Je pense que le temps de la conclusion est venu. Conclusion qui pourra être relativement condensée, je pense. Voilà, version T+1.